Coach, combien de fois que ça t'est arrivé, tu es en fin de match puis l'arbitre appelle une punition contre l'équipe adverse? Tu profites d'un avantage numérique dans un moment crucial du match. Mais qu'est-ce qui arrive? Ton équipe n'est même pas capable de s'installer en zone offensive ou encore pire, de sortir efficacement de sa zone. Vos sorties de zone sont tout croche et au lieu de vous donner du momentum, l'avantage numérique en donne à l'adversaire. Si tu veux apprendre comment sortir de ta zone efficacement et d'entrer en zone offensive rapidement afin de profiter de l'avantage numérique, cette capsule est pour toi. Je vais te présenter 3 sorties de zone, 2 en situation contrôlée et une autre en situation de transition rapide vers l'offensive. Je vais aussi te présenter des points clés ultra importants pour que tes sorties de zone soient efficaces et que tu vas pouvoir partager avec tes joueurs. On s'en va sur Coach Dem puis je te présente le tout. La première sortie de zone que je veux vous montrer, on l'appelle communément le swing ou le double swing. C'est une qu'on voit dans beaucoup de cas. C'est celle où le D1 va aller récupérer la rondelle en fond de territoire, va aller s'installer derrière le filet pendant que 2 de ses coéquipiers, puis sur ce diagramme-là, c'est F1 et F2, vont venir profondément en territoire et venir s'ouvrir le long des rampes en même temps. On a également 2 joueurs qui sont aux autres extrémités. Il y a F2 qui va être à la première ligne bleue et il va y avoir F3 qui va du côté inverse à F2, mais sur la ligne bleue éloignée. Pour avoir du succès avec cette sortie de zone-là, c'est très important que les joueurs communiquent entre eux et soient en synchronisation. Puisque dès le moment qu'il y a un joueur qui est off-timing ou qui débute son swing trop rapidement, ou le D1 quitte le derrière du filet encore trop rapidement, ou encore F3 a longé la ligne bleue avant même que le D1 soit sorti de derrière son filet, l'efficacité de la sortie de zone vient d'être réduite considérablement. Bien qu'elle semble simple, la sortie de zone, elle est difficile à appliquer puisque ça prend une bonne communication entre les 5 joueurs qui sont sur la glace. Et c'est également une sortie de zone qu'on va appliquer quand on n'a pas beaucoup de pression de l'adversaire. Donc, si vous faites une bonne analyse de votre adversaire, vous remarquez que quand on est en situation d'avantage numérique, la rondelle est envoyée en fond de territoire, l'adversaire va envoyer peut-être juste un joueur venir patrouiller la zone offensive ou notre zone défensive, mais il n'y a pas une pression directe qui est effectuée sur le D1. Donc, c'est nous qui contrôlons la sortie de zone. Puis, dans le terme hockey, on va appeler ça un control breakout. La sortie de zone va comme suit. Le défenseur est derrière le filet. Vous pouvez remarquer qu'il est en contrôle de la rondelle. Et quand il est prêt, puisque c'est lui qui est le corps arrière, va signaler qu'on débute la sortie de zone. Il va sortir du derrière le filet. Il va aller gagner son corridor central. Ça, c'est une des grandes erreurs qu'on voit avec cette sortie de zone-là, c'est que le D1, il va être derrière le filet, les joueurs vont commencer à effectuer un swing, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire la passe immédiatement à F1 ou D2, pardon, dans ce cas ici. Et ça, on vient de vendre notre jeu directement à l'adversaire, donc c'est facile pour l'adversaire de venir contrer le F1 ou le F2 parce que le D1 a déjà vendu le jeu. Il dit, là, je fais une passe à F1, donc viens mettre une pression sur F1. C'est pour ça que moi, je privilégie beaucoup que le D1, si on peut, vient gagner le corridor central et il y a beaucoup plus d'options qui s'offrent à partir de là. Donc, comme je disais, c'est un jeu qui est en synchronisation. Lorsque le D1 commence à venir gagner son corridor central, ses coéquipiers qui est F1 et F2 vont aller profondément en zone et vont venir s'ouvrir le long de la rampe, légèrement un peu en avant du D1 dans ce cas ici. Donc, le F1 le fait et le D2 en sens opposé. Vous pouvez remarquer maintenant qu'on a un joueur qui est positionné le long des 2 rampes et ça permet des options de passe au D1 qui est en corridor central si jamais il y a une pression qui est effectuée vers lui. Mais le F2 et F3 ont également un rôle à jouer. Donc, quand la sortie de zone est initiée par D1 et les 2 joueurs ont fait un swing en zone, le F2 va venir longer la ligne bleue afin de s'offrir comme une option de passe. Et le F3 va faire la même chose sur la ligne bleue éloignée, c'est-à-dire qu'il va longer la ligne bleue, essayer de venir distraire les 2 défenseurs qui sont ici. Donc, ils n'ont pas le choix, ils doivent lui porter une attention et ça rouvre plus grand le corridor central. Les différentes options au D1 dans ce cas ici sont nombreuses, comme je mentionnais tantôt. Il peut soit effectuer la passe à F1, soit effectuer la passe à D2, ou encore à F2 qui est dans le corridor central, ou si le corridor est ouvert, à F3 qui est sur la ligne bleue éloignée. Ça, c'est les 4 options de passe, mais il peut également transporter la rondelle, comme qu'on va voir un petit peu plus tard. Si jamais le D1 décide de passer la rondelle au F1 qui est le long de la rampe, comme dans cette situation ici, le F2 devient en support au F1. Donc, la passe a été effectuée. Le porteur de la rondelle, qui est le F1 dans ce cas-ci, va transporter la rondelle. Mais son coéquipier, qui est F2 maintenant, lui va venir lui offrir du support dans le même corridor si jamais il y a une pression qui est effectuée vers lui. Donc, vous pouvez remarquer que si c'est le cas, le F1, porteur de la rondelle, peut soit lui faire une passe directe
ou encore indirect vers la bande, c'est-à-dire qu'on utilise la bande pour venir déjouer l'adversaire et le F2 va venir la récupérer pour entrer en zone. Encore une fois, dans cette situation, si le corridor il est ouvert ici, on va encourager le F1 à transporter la rondelle plus loin qu'il peut sans pression, puisque l'objectif d'une sortie de zone en situation d'avantage numérique, c'est d'atteindre la zone offensive le plus rapidement possible afin qu'on puisse installer notre système et évidemment générer de l'attaque vers le filet. C'est le même principe si le défenseur décide d'effectuer la passe, mais à son coéquipier en sens inverse, c'est-à-dire qu'il la passe au D2. Dans ce cas ici, le F1, lui, sa responsabilité va être d'aller atteindre la zone. Le F2 va suivre le jeu, pendant que le F3, lui, il va aller s'offrir en situation de support à son coéquipier qui a maintenant la rondelle. Donc, le D2 a récupéré la passe. Il va transporter la rondelle. Si jamais il y a une pression qui est effectuée vers lui, il peut la passer à F3, qui peut atteindre la zone rapidement. Il peut encore la laisser en retrait au D1 qui vient tout juste de lui effectuer la passe. Ou encore une longue passe transversale qui est peu commun puisque probablement qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être adverses, qui vont être dans le corridor central. Donc, on va éviter les revirements. Donc, ce qu'on privilégie, c'est soit qu'on la passe au F3 ou encore si on peut la transporter, passer la ligne rouge, c'est encore préférable afin qu'on puisse aller s'installer dans la zone offensive. D'autres options, c'est que le D1 passe la rondelle à F2 et F3 qui longent leurs lignes bleues respectives. Le F3, dans ce cas-là, ça va être une passe longue, mais ça peut être très efficace pour venir surprendre l'adversaire. Mais une autre option que le D1 peut effectuer, c'est de transporter lui-même la rondelle si jamais il n'y a pas de pression. Et qu'est-ce qu'on va demander dans ce cas-là que le D1 fasse? C'est une fois qu'il va avoir traversé la ligne rouge et qu'il effectue un hard rim le long de la rampe afin que la rondelle puisse aller se retrouver sur le côté opposé pour que F3 puisse aller la récupérer. Donc, ça irait un peu comme ceci. Le joueur va transporter la rondelle, il n'y a pas de pression, s'en vient le long de la rampe. Une fois traversé la ligne rouge afin d'éviter la situation du dégagement, va effectuer un hard rim le long de la rampe. Donc, la rondelle est envoyée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, la rondelle va se diriger derrière le filet. Donc, c'est important que ça soit fait avec une bonne puissance pour que la rondelle puisse contourner le derrière du filet et les défenseurs adverses n'aient pas le temps d'aller la récupérer. Et dans ce cas-ci, le F3 va aller la récupérer et on vient s'installer avec notre système désigné en avantage numérique. Donc, l'option du hard rim, ça peut être effectué par le D1, ça pourrait être effectué par le F1 encore lorsqu'il transporte la rondelle, ça pourrait être effectué par le D2, peu importe, c'est une option qui est très efficace afin de faire bouger la rondelle, afin de faire changer le jeu de côté, et ça nous permet une autre option de récupérer la rondelle en zone offensive et de s'installer pour notre avantage numérique. Cette sortie de zone, on l'appelle, comme j'ai mentionné, le swing ou le double swing. C'est très important que les joueurs communiquent entre eux et qu'on soit en synchronisation lorsqu'on débute les swings et la sortie derrière le filet. Le point clé, selon moi, c'est que le D1 vienne gagner le corridor central puisqu'il y a beaucoup plus d'options qui se présentent à lui ou elle, soit par des options de passe le long des rampes, par des options de passe dans le corridor central ou encore transporter la rondelle afin d'effectuer un hard rim. Pour notre deuxième sortie de zone, ça va être vraiment basé sur la première, c'est-à-dire que ça va être encore une fois un swing en fond de territoire. Donc la communication entre les joueurs est très importante et c'est le D1 qui est le corps arrière et qui initie le début de la sortie de zone. C'est une situation qu'on applique quand on n'a pas vraiment de pression sur nous, c'est-à-dire que c'est nous qui contrôlons le jeu, donc un control breakout. Le D1 va récupérer la rondelle, se positionne derrière le filet et attend que ses partenaires soient prêts. F1 et D2 vont venir encore une fois longer le long de la rampe par un swing, mais cette fois-ci, vous allez remarquer que F2 est en zone légèrement en retrait au F1. F3 est à la même position, c'est-à-dire à la ligne bleue éloignée, et va encore une fois longer la ligne bleue lorsque ce sera le temps. Le but de cette sortie de zone-là, c'est encore une fois d'effectuer notre swing, mais on veut entrer en zone offensive par le centre. Ça va comme suit. Le défenseur, il est derrière le filet, comme j'ai mentionné. Quand il est prêt, va sortir du derrière le filet, il va venir gagner son corridor central. Au même moment, le F1 et le D2 vont venir s'ouvrir en fond de territoire et venir longer la rampe par un swing. C'est important, comme j'ai mentionné tantôt, que le swing se fasse en même temps
que le défenseur quitte le derrière de son filet et sont légèrement en avant du D1. Mais cette fois-ci, le F2 va faire pratiquement la même chose que le F1, c'est-à-dire qu'il va rentrer en territoire et il va effectuer un swing, mais plus haut que le F1, pratiquement au haut du cercle des mises au jeu. Et lorsque c'est fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller en zone neutre, mais par la suite, lorsqu'il atteint la zone neutre, il va se diriger vers le centre de la patinoire. Le F3, lorsqu'il voit ça, lui, il va longer la ligne bleue afin de distraire les défenseurs, comme on a mentionné tantôt, puisqu'ils n'ont pas le choix de lui porter attention, ce qui devrait, en théorie, ouvrir le corridor central. Le D1, à partir de ce moment-là, a plusieurs options. Il y a les mêmes options que notre première sortie de zone, c'est-à-dire soit effectuer une passe au F1 ou au D2 qui pourrait traverser la ligne rouge et effectuer un hard rim. Mais comme j'ai mentionné, le but de cette sortie de zone, c'est d'attaquer vers le centre. Donc, on veut que le défenseur puisse faire une passe au F2. Et sur récupération, le F2 va venir entrer en zone par le centre si, évidemment, l'option est disponible. Le fait que F3 a longé la ligne bleue, ça a venu étirer l'écart qu'il y avait entre les deux défenseurs. Et le F2 devrait être en mesure d'entrer par le centre. Le F3, à ce moment-là, lorsqu'il est rentré, le F2 est rentré par le centre, va venir s'ouvrir le long de la rampe. Et c'est la même chose pour le F1 qui a suivi le jeu et est entré en zone afin de s'offrir une option au F2. Une fois que le F2 est entré en zone, là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est s'installer le plus rapidement possible. Donc, le F2 va faire un kick-out à un de ses partenaires selon le choix de côté que vous utilisez votre système de jeu. Donc, disons qu'il la passe à F3. Le F3 récupère la rondelle et vient s'installer en zone, laissant le temps à tous les autres joueurs de s'installer et de commencer à appliquer notre système en avantage numérique. Cette sortie de zone, c'est une variation du double swing, c'est-à-dire que le F2, au lieu d'être à la ligne bleue, la première ligne bleue et s'offrir un support au F1, va venir lui faire un swing également, mais gagner le corridor central. On surprend l'adversaire par une passe au centre afin de gagner la zone offensive, toujours par le centre. Une fois qu'on est rentré en zone offensive, il y a un kick-out qui se fait, soit à gauche ou soit à droite, et on s'installe pour notre système en avantage numérique. Je répète l'importance d'avoir tous ces 4 joueurs-là en synchronisation. Si le F2 débute son swing avant même que le D1 soit sorti derrière le filet, il n'y a aucune chance de recevoir la rondelle dans le corridor central puisque l'adversaire va réagir rapidement et va venir lui appliquer une pression. Donc, c'est pour ça que le F2 et le F1 doivent faire le swing en même temps. Et au dernier moment, lorsqu'on arrive dans la zone centrale, il coupe vers le corridor central, donc vers le cercle de mise au jeu. Et c'est à ce moment-là que le D1 va lui effectuer une passe qui va venir surprendre l'adversaire et ça va lui permettre d'atteindre la zone offensive en toute vitesse. Coach, tu te creuses les méninges à savoir quel exercice utiliser pour travailler telle habileté de base, telle tactique ou encore système de jeu? J'ai justement l'outil pour toi, soit mon application multiplateforme Lowe's Hockey. Que ce soit sur ton téléphone, ta tablette ou encore sur ton PC, accède à une banque d'une centaine d'exercices, des vidéos et des conseils pratiques pour t'aider à mieux planifier tes prochains entraînements. Simplifie ta préparation et maximise les chances de réussite de ta prochaine pratique. Abonne-toi dès maintenant à l'application puisque je mets à jour mensuellement la banque d'exercices. Utilise le code que tu vois présentement à l'écran afin de bénéficier d'un rabais lors de ton achat. Abonne-toi à l'application dès maintenant. Les 2 premières sorties de zone que je vous ai présentées, on était en situation de control breakout, c'est-à-dire que la rondelle est envoyée en fond de territoire et le défenseur est allé se positionner derrière le filet en attente que ces joueurs viennent s'ouvrir le long des rampes. Mais souvent, ce qui va arriver en situation d'avantage numérique, c'est que ça ne sera pas une situation de control breakout, c'est-à-dire qu'on va récupérer la rondelle soit par une transition en zone neutre ou encore un revirement causé par l'adversaire. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là et qu'est-ce qu'on fait pour réagir rapidement, donc de passer de la défensive vers l'offensive afin de venir surprendre l'adversaire qui est en désavantage numérique? Pour la situation qu'on voit présentement, le défenseur, le D1, a récupéré la rondelle dans le haut de la zone défensive et les joueurs sont en situation de repli défensif. On n'est pas en situation de control breakout, la rondelle n'est pas derrière le filet et on ne veut pas que le défenseur s'en aille directement derrière le filet et initie une des 2 premières sorties de zone. On veut contre-attaquer rapidement afin de surprendre l'adversaire. Un des breakouts que j'aime bien, c'est que le défenseur qui est en contrôle de la rondelle va venir transporter la rondelle quelque peu, laissant le temps au F1 et F2 de venir permuter de corridor. C'est-à-dire que lorsqu'il voit que le défenseur est en train d'effectuer une transition vers l'offensive, F1 va aller du côté de F2 et le F2 va venir du côté de F3.
Ce que ça permet au D1 quand que F1 et F2 permutent de corridor, c'est que ça ouvre beaucoup plus de lignes de passe. Le défenseur peut soit la passer au F1 qui est en situation de transition ou encore au F2. Si c'est le cas, les joueurs récupèrent la rondelle et vont entrer en zone offensive le plus rapidement possible afin de s'installer pour notre système d'avantage numérique. Ou encore, s'il choisit de ne pas la passer au F1 ou au F2, il peut la passer au F3 qui est venu s'installer en plein milieu de la ligne bleue offensive. Donc la passe est longue et le F2 fait face au D1. En faisant face au D1, le F3 est en mesure de voir lequel de F1 ou F2 est ouvert pour qu'il puisse lui donner la rondelle le plus rapidement possible afin d'entrer en zone offensive. Disons que le F3 voit que le F1 est disponible, il fait juste faire un petit tap back au F1 qui, à ce moment-là, va récupérer la rondelle et entrer en zone offensive. Ce tap-back-là aurait pu être fait également au F2, qui est de l'autre, du sens opposé, pardon, et ce serait le même principe, c'est-à-dire qu'il récupère la rondelle et entre en zone offensive. Une fois que la passe au F3 est faite, bien entendu, le F3 va entrer en zone et offrir du support, peu importe de quel côté est la rondelle. Le D1 et le D2 vont également joindre le jeu et on s'installe selon notre système d'avantage numérique. La grande différence avec cette sortie de zone comparativement aux deux premières, c'est que les deux premières, on est en situation de control breakout, c'est-à-dire qu'on prend notre temps, on s'installe derrière le filet, on laisse le temps à nos joueurs d'arriver en zone défensive et on débute le breakout. Pour le troisième breakout, c'est on veut surprendre l'adversaire en effectuant une transition de la défensive vers l'offensive le plus rapidement possible et en permutant de corridor dans la zone centrale, on crée de la confusion aux attaquants adverses de lequel des joueurs ils doivent couvrir, ce qui va faire en sorte que le corridor central risque de s'ouvrir, donc ça devient une option au D1 d'effectuer une passe longue au F3 qui fait juste donner la rondelle au F2 ou au F1 qui est en pleine accélération. On atteint la zone offensive rapidement et plus rapidement on atteint la zone offensive, plus rapidement on peut s'installer pour notre système en avantage numérique. Je veux juste revenir un peu sur les points clés qu'on vient de discuter, puisque quand on est tout croche en avantage numérique, la raison, c'est souvent qu'on n'applique pas ces points clés. D'un, le timing ou la synchro entre les joueurs en zone défensive, juste avant d'initier la sortie de zone, c'est un must. Le D1, soit celui qui est derrière le filet, il doit agir comme corps arrière et diriger la sortie de zone. La communication est donc très importante. Et de deux, ce qui est aussi important que la communication, c'est la qualité des passes. Si, comme première passe, le D1 envoie ça dans les patins de son coéquipier, ou encore le F2 qui récupère la rondelle, fait un rim mais met pas toute sa force dedans, on vient d'éliminer 15 à 20 secondes précieuses de notre avantage numérique. On doit retourner dans notre zone, initier une nouvelle sortie de zone, mais plus important encore, on laisse l'opportunité à l'adversaire d'effectuer un changement et de mettre des joueurs frais sur la patinoire. Et finalement, rappelle-toi que la chose la plus importante en avantage numérique, autre que compter un but, c'est d'accéder rapidement à la zone offensive afin qu'on puisse mettre en place notre système d'avantage numérique. Maintenant que tu sais comment sortir de ta zone efficacement en avantage numérique et atteindre la zone offensive rapidement, il faut que tu mettes en pratique ton système d'avantage numérique. Si tu veux en prendre un qui est excellent, soit le 1-3-1 ou encore le parapluie, je t'invite à consulter la vidéo suivante. On se revoit dans une prochaine capsule et sur ce, je te dis bon coaching!